Vendredi 5 août 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de Viva. Dans les actualités de ce jour, page économique pour commencer. 1500 entreprises sont concernées par le tarif Optima Business, qui est le nouveau tarif de la JIRAMA pour les entreprises. Ce tarif ne va pas s'appliquer à 100% pour cette année 2022, selon les explications du CEO de la JIRAMA aujourd'hui. Par contre, il n'y aura pas de changement de tarif pour les petites entreprises et les particuliers, selon toujours les explications. À travers l'application de ce tarif Optima Business, quelques régions dans la zone 3 verront leur tarif d'électricité baisser. Reportage d'Anienne Martina et Kevin Ravonersan. La comparaison des prix de l'électricité entre avant et après l'application du tarif Optima Business sera visible dans les factures des entreprises industrielles pour ce mois d'août. Un nouveau tarif qui a été validé par le Conseil des ministres de mercredi dernier. Il s'agit d'apporter des réformes afin de redresser la société JIRAMA selon les explications du CEO de cette société aujourd'hui. Le tarif d'électricité pour les industriels n'a pas été révisé depuis 4 ans déjà. De plus, la JIRAMA vend à perte car elle achète de l'électricité à 1300 ariars le kilowattheure, alors que certaines entreprises industrielles achètent encore l'électricité à 141 000 ariars le kilowattheure, selon toujours les dires de Rive Radaniel. Les particuliers ne sont pas concernés par le tarif Optima Business, comme les petites entreprises, comme les coiffures et bien d'autres. Le tarif Optima Business se classe par contre en 6 catégories. En outre, un tarif particulier est appliqué pour les autres catégories d'entreprises, comme les entreprises textiles, les cimenteries, les ferronneries ou encore la production chimique selon les consignes venant de l'État. Le tarif de l'électricité baissera pour les régions classées dans la zone 3. Ce nouveau tarif d'électricité Optima Business a été appliqué depuis le mois de juillet dernier, mais ne sera appliqué à 100% que vers le mois de janvier 2023. Seulement 40% seront appliqués pour les mois d'août et de septembre. Dans un tout autre sujet, la mise en place et la protection des biens communs ne prennent pas en compte des cas particuliers, a déclaré aujourd'hui le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers. Les infrastructures implantées dans tout Madagascar doivent être protégées. Une déclaration faite face aux actes de vandalisme constatés au niveau de la rocade d'Yariv lors de sa visite sur les lieux aujourd'hui. Cependant, chacun a sa part de responsabilité selon les explications rapportées par Fiti Marcoufé et Yves Janel dans ce reportage. Le curage des canaux est la principale raison de la nécessité de la libération des espaces au niveau des emprises de la rocade de Sarasotch. Ce projet représente la solution durable face au problème d'évacuation d'eau dans la ville d'Antananarivo, également afin d'éviter les inondations lors des saisons de pluie et cycloniques. Les habitations au niveau de cette zone constituent aussi un danger, étant donné qu'il s'agit d'une voie rapide, d'où l'interdiction de construction qui est effective depuis sa mise en place. Le non-respect des règles ne doit être utilisé à des fins politiques, a déclaré le ministre de l'Aménagement du Territoire et du Service foncier aujourd'hui. Madagascar doit être aménagé selon toujours ce dernier. Cette mesure est également effective pour la rocade d'Yariv. Il a aussi souligné que les infrastructures doivent être entretenues et protégées face aux actes de vandalisme constatés sur les lieux, ainsi que les vols de lampadaires, des fers issus des balises et panneaux de signalisation, selon le rapport de chef Fukuntani. C'est un des ouvrages majeurs de la ville d'Antananarivo et qui a transformé la vie de dizaines, voire de centaines de milliers de personnes qui habitent la capitale de ce pays. La journée d'aujourd'hui est importante parce qu'elle associe les communautés, les riverains, les habitants qui profitent de cet ouvrage mais qui également doivent apprendre à le respecter, à le maintenir, à effectuer des travaux d'entretien et à améliorer l'environnement de cet ouvrage. Et c'est pour ça que le projet a également prévu des actions de sensibilisation et de discussion avec les habitants, avec les riverains de tous les quartiers qui bénéficient de la rocade et de ces routes pénétrantes. C'est un sujet majeur avec effectivement des actes de vandalisme. Les actions de sécurité doivent impliquer les Fouktan, qui sont les quartiers, et les communes, les municipalités qui sont responsables de la surveillance, mais également de la discussion et des concertations avec les riverains et les habitants pour que justement ces équipements puissent être respectés. Et évidemment, la police municipale et la police nationale ont leur rôle à jouer dans la surveillance de l'ouvrage pour éviter que les dégradations ne s'aggravent. Cependant, tout le monde a sa part de responsabilité dans la préservation des biens publics, souligne ce dernier.
Dans la page d'hiver de ce jour, 13 des suspectés d'être impliqués dans l'affaire d'Amboultarakeli Nkasbe qui a causé la mort de 33 personnes et qui ont été présentées devant le tribunal ont tous été relâchés. 8 d'entre eux ont obtenu une liberté provisoire si les 5 autres sont sous contrôle judiciaire. Elles ont été présentées devant le tribunal d'Nkasbe et l'audience a duré des heures. Selon les informations venant de la gendarmerie nationale, 3 personnes ont été arrêtées par la gendarmerie de la compagnie d'Imena Centrale hier soir dans le cadre de cette affaire d'assassinat de 33 personnes à Nkasbe. Le premier lot des 15 000 bicyclettes dons de l'ambassade de l'Inde à Madagascar dans le cadre de la journée mondiale de la bicyclette le 3 juin dernier est arrivé au port de Tuamasn hier. En outre, les 5 000 tonnes métriques de riz pour aider la population victime de malnutrition dans le sud de Madagascar est actuellement en route et est prévu arriver au port de Tuamasn le 13 août prochain. Ce sont entre autres les points évoqués par l'ambassadeur de l'Inde à Madagascar lors d'une rencontre avec la presse aujourd'hui à Ntsavu. Reportage sur les images de Kevin Ravonerson. L'ambassadeur de l'Inde à Madagascar, Abe Kumar, a souligné aujourd'hui les progrès des relations entre l'Inde et Madagascar à travers une rencontre avec la presse dans les locaux de l'ambassade de l'Inde à Ntsavu. En premier lieu, l'ambassadeur a annoncé l'arrivée du premier lot des 15 000 bicyclettes au port de Tuamasn. Des bicyclettes qui ont été octroyées dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des bicyclettes le 3 juin dernier. Ces bicyclettes seront confiées au ministère de l'Enseignement supérieur qui se chargera de leur distribution. Une remise officielle de ces bicyclettes se tiendra bientôt, selon l'ambassadeur aujourd'hui. Par ailleurs, les 5 000 tonnes métriques de riz pour aider le pays dans la lutte contre la famine dans le sud de Madagascar sont encore en route et prévues arriver au port de Tuamasn le 13 août prochain. Il est à rappeler que les ressortissants indiens résidant à Madagascar contribuent au développement du pays, raison pour laquelle un centre pour la diaspora indienne à Madagascar, Indiado, a été mis en place à l'Explorer Business Park à Nkounjan pour faire connaître leur histoire à Madagascar. Il servira de centre culturel, d'organisation d'événements, entre autres. Selon l'ambassadeur de l'Inde à Madagascar, plusieurs protocoles d'accord ont été déjà signés entre les deux pays dans plusieurs domaines, à savoir l'enseignement, la santé, la formation des diplomates et bien d'autres. Poursuivant les actualités, toujours dans la page sociale, c'est au tour du 2e arrondissement de la capitale de bénéficier d'aides sociales venant de l'État aujourd'hui. 10 000 ménages en situation vulnérable issus de 24 Fukuntans du 2e arrondissement ont ainsi bénéficié de vaccins. Reportage toujours sur les images de Kevin Ravonerson. Les ménages les plus défavorisés sont ceux qui subissent le plus l'inflation actuellement. Une raison pour laquelle l'État octroie des aides sociales actuellement pour alléger le quotidien de ces couches défavorisées. Cette mère de famille travaille dans les champs. Elle affirme qu'elle a à peine de quoi se nourrir et pourtant elle doit encore diminuer ce que sa famille mange à cause de la situation actuelle. Le fait d'avoir bénéficié de ces aides la soulage un peu, souligne Noël. Selon ce chef de Fukuntan de Mazoarive, les responsables à la base entendent souvent les plaintes de la population et les transmettent aux députés qui, à leur tour, les transmettent à l'État central. Une raison pour laquelle cette aide a eu lieu. La députée de Madagascar élue dans le 2e arrondissement, quant à elle, souligne que cette donation prouve que l'État est à l'écoute de la population. La crise actuelle est mondiale et la population malgache n'est pas épargnée, mais l'État fait de son mieux à travers les aides sociales. Il y a les Tuskiafamen, le Tsenamour et actuellement la distribution de vaccins aux ménages les plus défavorisés, souligne l'Anthrakutmang. Elle a ajouté également que l'État met en place des mesures d'accompagnement pour tous les secteurs en difficulté face à la crise. Environ 4 000 ménages ont bénéficié de cette distribution de riz pour cette première vague, mais 10 000 ménages issus de 24 Fukuntans dans le 2e arrondissement de la capitale sont concernés. Dans les actualités sportives de ce jour, les appuis pour l'équipe féminine de rugby, les Ladies Maki 7, s'intensifient actuellement à un mois des échéances internationales. Aujourd'hui, un joueur malagasy de 16 ans jouant au sein du Stade français de France qui passait actuellement dans la Grande Île a apporté des aides à ces joueuses de rugby qui sont en regroupement au Stade Maki d'Andutapenak. Des aides comme des PPN et bien d'autres qui visent à les appuyer alimentairement dans la préparation du championnat mondial de rugby. Le championnat de Madagascar de pétanque se tiendra les 14, 13 et 15 août prochains au Boulodrome PSC d'Impetatavk. Les responsables au sein de la fédération ont affirmé hier que des licences provisoires sont délivrées aux joueurs qui n'en ont pas encore. Reportage d'Anzara Zonarvel, Ose Charanjena, Sera Dramanazatouf.
Quelques jours avant le championnat de Madagascar, la Fédération malagasse de sport-boule a affirmé que ce championnat s'ouvre à tous les Malagasy dans les catégories hommes et femmes, juniors, seniors et vétérans. Néanmoins, tous les joueurs qui participent à ce championnat doivent faire partie d'un club et doivent avoir une licence. Ceux n'ayant pas encore obtenu leur licence peuvent demander une licence provisoire. Les inscriptions auront lieu jusqu'au 10 août prochain. Dans les actualités internationales, les tirs de missiles balistiques chinois autour de Taïwan qui ont débuté hier sont un sérieux problème qui affecte notre sécurité nationale, s'inquiète le Premier ministre nippon Fumio Kishida, tandis que Taïwan dénonce l'attitude de son voisin malveillant. France 24. Nancy Pelosi a bien atterri au Japon. C'est une visite qui était attendue. Elle devrait rencontrer le Premier ministre Fumio Kishida dans la journée. Une rencontre qui s'effectue dans un contexte de crise avec Taïwan. Vous le disiez, hier, des missiles, plusieurs missiles ont atterri au sud de l'espace maritime japonais, à côté de l'île d'Ateruma dans l'archipel d'Okinawa. Le Premier ministre japonais a déclaré ce matin que ces tirs affectaient la sécurité nationale du pays jusqu'au début des exercices. Le Japon essaie vraiment de calmer, de ne pas prendre parti. Mais hier soir, le gouvernement a durci le ton et a demandé au gouvernement chinois d'arrêter cet exercice. D'après la télévision japonaise, la Chine a tout simplement répondu qu'une frontière n'avait pas été établie dans cet espace maritime et que donc il n'y avait pas vraiment de preuves que ces missiles étaient tombés dans la zone économique exclusive japonaise. On sait également qu'une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères japonais et chinois était prévue et qu'elle n'a pas eu lieu après l'annonce du G7, l'annonce conjointe du G7, le G7 dont le Japon fait partie. Et cette crise ne pouvait pas plus mal tomber car dans moins d'un mois, le Japon et la Chine devaient fêter les 50 ans de normalisation de leurs relations diplomatiques. L'été 2022 est loin d'être fini, mais le mois de juillet a déjà battu tous les records en termes de température, sécheresse du sol ou encore pénurie d'eau en France et en Europe occidentale. Dans l'Hexagone, une cellule interministérielle de crise a été activée aujourd'hui. France 24. Berlin suffoque. Dans les rues de la capitale allemande hier, difficile pour les habitants de trouver un coin d'ombre. Jusqu'à 36 degrés recensés aux alentours de 17 heures. Nombreux sont ceux qui se sont réfugiés près des points d'eau. Des températures très élevées en Allemagne, mais aussi en France et dans plusieurs autres pays d'Europe, en rouge sur cette carte. 36 degrés à Milan, 37 degrés à Dijon, 37 degrés également à Madrid. Dans les pays en jaune, la température a oscillé entre 32 et 34 degrés. En Andalousie, dans le sud de l'Espagne, le thermomètre est monté jusqu'à 40 degrés, alors que le pays subit la canicule de manière ininterrompue depuis début juin. Dans certaines villes du pays, comme Barcelone, les horaires de ceux qui travaillent en extérieur ont été aménagés pour les protéger. On commence une heure plus tôt, à 6 heures, et on termine à 13 heures au lieu de 14 heures. Parce qu'à cette heure-là, il fait trop chaud. Les pires heures, c'est de 14 heures à 16 heures, mais cette année, dès midi, il fait chaud. Si dans la plupart des pays touchés, la température devrait redescendre d'ici dimanche, l'Espagne, elle, devrait subir ces fortes chaleurs jusqu'au moins mardi. Toujours dans la page internationale, au lendemain de la condamnation de la basketteuse américaine Brittney Griner à 9 ans de prison, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, s'est dit ouvert à un échange de prisonniers avec les États-Unis, mais uniquement dans le cadre de négociations au niveau présidentiel. France 24, toujours. J'ai fait une erreur de bonne foi et j'espère que votre verdict ne mettra pas fin à ma vie ici. Un mea culpa et quelques mots qui sonnent comme des supplications. Dans le box des accusés, Brittney Griner seule face à la justice russe qui vient de sceller son sort. La basketteuse américaine est reconnue coupable de contrebande, un crime qu'elle aurait commis délibérément selon les juges. En application de l'article 69 du Code pénal russe, Brittney Griner est condamnée à 9 ans de prison et devra s'acquitter d'une amende d'1 million de roubles. La basketteuse américaine, double médaillée d'or olympique, a été arrêtée à l'aéroport de Moscou le 17 février dernier. La police a trouvé en sa possession des cartouches de cigarettes électroniques contenant du cannabis, une substance illégale en Russie. Mais pour Washington, Brittney Griner est détenue à tort. La Maison-Blanche affirme être actuellement en négociation avec Moscou pour faire libérer la basketteuse et d'autres ressortissants américains en échange de prisonniers russes.
Nous avons fait une offre conséquente pour la ramener, ainsi que Paul Whelan à la maison. Nous exhortons la Russie à accepter cette proposition. Brittney Griner ainsi que Paul Whelan, un autre Américain qui purge en Russie une peine de 16 ans de prison pour espionnage, pourrait être échangé contre Victor Bout. Un célèbre trafiquant d'armes russe surnommé le marchand de mort. Lui purge une peine de 25 ans de prison aux États-Unis. Il a notamment inspiré le film Lord of War avec Nicolas Cage. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne continuation et très bonne suite de programmes sur Viva. Au revoir.